Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Une émission spéciale, aujourd'hui entièrement consacrée à la Syrie, à la situation humanitaire sur place, bien entendu, mais également à l'évolution des forces sur le terrain et à la menace que représente cette guerre pour Israël. Mais voici tout d'abord en quelques données la guerre en Syrie, pour bien comprendre ce qui s'y passe. D'après un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la guerre en Syrie a fait en 4 ans plus de 240 000 morts, dont 72 000 civils et parmi eux 12 000 enfants. Plus de 4 000 Européens ont quitté leur pays pour rejoindre l'État islamique, dont 1 500 Français répartis dans des filières djihadistes entre l'Irak et la Syrie. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU a répertorié plus de 4 millions de Syriens déplacés depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. 1 million d'entre eux se trouvent au Liban et le double en Turquie. L'armée israélienne a frappé à 5 reprises les forces syriennes depuis 2014, systématiquement après des tirs en provenance de Syrie contre le territoire israélien. Par ailleurs, Tsahal a bombardé à différentes occasions des convois d'armes avancées à destination du Hezbollah. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, on a du mal à comprendre les combats sur place et surtout qui domine le terrain. Avec nous pour en parler, Jacob Zen, chercheur à la Gemstone Foundation. Il était de passage en Israël il y a quelques jours. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Alors, quels sont les territoires toujours entre les mains de Bachar el-Assad ? À l'heure actuelle, la situation en Syrie, de manière générale, est telle que dans le nord-ouest du pays, une coalition incluant des groupes affiliés à Al-Qaïda a pris le contrôle. Tandis que dans la plupart des régions orientales de la Syrie, l'organisation État islamique contrôle la plupart des territoires. Et dans la plupart des grandes villes de l'ouest syrien, comme à Damas ou à Homs, le gouvernement de Bachar el-Assad en a encore le contrôle. Et dans la région frontalière à Israël, dans le Golan, sont présents des groupes affiliés à Al-Qaïda, mais aussi d'autres factions rebelles, et aussi les forces gouvernementales sont là. Donc nous assistons à un véritable fatras de différents acteurs et coalitions d'alliances, sans oublier de mentionner que le Hezbollah, venu du Liban, soutient le gouvernement. Donc le pays est extrêmement divisé en ce moment. Mais au-delà de ces acteurs et de ces sous-régions, vous avez aussi des pays comme l'Iran, la Russie, les pays du Golfe, les pays occidentaux, la Turquie. Tous sont impliqués d'une façon ou d'une autre en essayant de soutenir leur propre faction. Pendant des années, on a pensé en Syrie comme dans d'autres pays arabes qu'il n'y avait de place que pour un dictateur laïque ou pour un islamiste. Est-ce qu'il y a une troisième voie possible ? Si Bachar el-Assad gagne cette guerre, la Syrie restera laïque. Mais si n'importe laquelle des autres factions gagne, eh bien la Syrie cessera d'être laïque et le nouveau régime qui prendra le contrôle de la Syrie pourrait bien être encore plus dictatorial, plus sectaire que ne l'était Bachar el-Assad. Donc la maxime qui dit qu'une révolution n'apporte pas forcément des changements positifs semble bien s'appliquer en ce moment en Syrie. Lorsque la guerre a commencé, on pensait que les jours de Bachar el-Assad étaient comptés. Est-ce qu'il va tomber? Et est-ce que s'il n'est pas tombé, c'est parce que finalement Daesh est son meilleur allié? Je ne pense pas que Daesh est forcément en meilleure position pour finalement gagner la guerre. Je pense que la coalition d'Al-Qaïda dans le nord-est de la Syrie pourrait avoir une meilleure implantation parce qu'elle a plus de soutien à l'international que Daesh. Ce qui pourrait en faire une force plus durable. Et si elle venait à prendre le contrôle du territoire supplémentaire, cela pourrait renforcer sa crédibilité à l'étranger. Par exemple, elle pourrait être formellement reconnue en tant qu'État et jouir des bénéfices économiques, diplomatiques et politiques qui vont de pair avec une telle reconnaissance. Mais sur le long terme, Daesh, la coalition d'Al-Qaïda et le gouvernement d'Assad, avec ses soutiens, l'Iran et le Hezbollah, sont tous présents dans un jeu à somme nulle pour gagner. Et la conséquence de tout cela, c'est que le conflit n'est pas près de s'achever. Est-ce que la crise des migrants a une influence sur la guerre en Syrie?
Je pense que la crise des migrants va sûrement encourager l'Europe à résoudre le conflit syrien plus rapidement pour réduire le nombre de migrants en Europe. Mais il n'y a pas de solution en vue pour l'Europe en ce qui concerne le conflit syrien. Parce que s'ils décident de bombarder Assad, et disons qu'ils parviennent à le défaire, alors vous aurez une coalition menée par Al-Qaïda qui pourra prendre le pouvoir à sa place et qui causera aussi de nombreux réfugiés, plus particulièrement chez les chrétiens et les chiites, sans compter les sunnites qui n'adhèrent pas à l'interprétation austère de l'islam d'Al-Qaïda. Donc l'Europe doit trouver une solution à la crise des migrants qui encourage ces mêmes migrants de ne pas venir de façon massive, car l'Europe ne peut pas les gérer. Mais plutôt de trouver une solution plus régionale sur comment pouvons-nous faire. Par exemple, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite pourraient augmenter le nombre de migrants accueillis. Mais comment est-ce que vous expliquez que la communauté internationale ne soit toujours pas intervenue en Syrie ? Si la communauté internationale n'a pas été impliquée dans le conflit syrien, c'est à cause de l'épisode libyen. En Libye, la communauté internationale s'est impliquée. Elle a été un acteur clé, l'OTAN plus particulièrement, dans le renversement du pouvoir de Kadhafi. Et à présent, le chaos règne en Libye. Donc si l'OTAN ou n'importe quelle autre coalition internationale s'était impliquée en Syrie en 2013 et avait bombardé le régime d'Assad, nous n'avons aucune garantie que des laïcs modérés eût pris sa place. Eux aussi auraient été battus et remplacés par Daesh ou Al-Qaïda ou d'autres groupes armés. Et nous aurions ainsi vu la situation libyenne se répéter. Donc c'est une situation sans véritable sortie et l'option de ne pas attaquer en Syrie était peut-être moins coûteuse que celle d'attaquer la Syrie, car dans les deux cas, cela aurait débouché sur une situation incontrôlable, telle que nous la voyons aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'évolution de la situation dans la région est bien entendu suivie de très près par Israël qui s'inquiète d'éventuelles répercussions de la guerre civile en Syrie à la frontière nord. Avec nous pour en parler, le lieutenant-colonel Peter Lerner, porte-parole de l'armée israélienne. Lieutenant-colonel, bonjour. Merci. Alors, le Hezbollah est empêtré dans le conflit en Syrie. Est-ce qu'il est encore une menace immédiate pour Israël ? Absolument. Ce que nous savons, c'est que le long de la frontière avec Israël, le régime syrien a gardé le contrôle d'environ 10% du territoire. Mais dans ces 10%, nous comptons une vaste présence des soutiens du régime, donc bien évidemment, le Hezbollah est l'un de ces soutiens. Mais nous avons aussi vu le djihad islamique palestinien qui a récemment lancé des roquettes sur Israël. Les 90% restants sont les forces d'opposition, à l'instar du front Al-Nosra ou de groupes liés à Al-Qaïda. Voilà le défi auquel nous faisons face en ce moment tout au long de la frontière syrienne. Mais pourquoi Daesh et les autres organisations islamistes ne s'en sont pas prises à Israël jusqu'à présent ? Actuellement, nous savons qu'ils sont extrêmement impliqués en interne en ce qui concerne ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie. Cela ne nous réconforte pas du tout, car ils ont dit ouvertement que lorsqu'ils auront vaincu le régime syrien, ils prévoient de s'en prendre à Israël. Ce que nous faisons en ce moment et avons fait ces dernières années, c'est de renforcer la frontière de façon à être mieux préparés à n'importe quelle menace que nous aurions à affronter. C'est ainsi que nous avons construit une imposante barrière. Nous avons aussi posté plus de forces régulières alors que cette zone a été traditionnellement et historiquement défendue par des réservistes. Alors qu'aujourd'hui toute cette région est gardée par des forces régulières, nous avons établi toute une division à la frontière qui est responsable de répondre à n'importe quelle menace qui pourrait hypothétiquement venir de l'autre côté de la frontière. Et enfin, nous avons largement augmenté notre capacité de renseignement et notre capacité d'observation. Donc nous avons la possibilité d'alerter les forces sur le terrain de n'importe quelle manière potentielle. Quel est l'intérêt israélien dans cette guerre ? Est-ce qu'Israël préfère Bachar el-Assad ou un autre régime ? Non, Israël mène une politique de non-ingérence par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie.
La seule chose que nous faisons en relation avec le conflit syrien sont des opérations humanitaires. Nous avons aidé plus de 1700 personnes en leur accordant des soins médicaux. Ces personnes ont traversé la frontière pour recevoir cette assistance. Mais en dehors de cela, notre objectif est de contenir le conflit en empêchant un déversement de violence du côté israélien de la frontière et en maintenant les lignes défensives. Alors justement, à propos de l'aide humanitaire, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'en fait Israël soigne les terroristes contre Assad ? Nous ne demandons pas aux personnes qui rentrent qui ils sont et qui ils soutiennent. Nous soutenons et envoyons de l'aide aux personnes qui en ont besoin, hommes, femmes et enfants. Donc avant de formuler ce genre de déclaration, la réalité sur le terrain montre que nous aidons tous ceux qui ont vraiment besoin de notre aide. Lieutenant-colonel Lerner, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Impossible de parler de la Syrie sans parler de la situation humanitaire dramatique sur place. Pour en parler avec nous par Skype, Violaine Gagné, bonjour. Vous êtes responsable des urgences pour l'ONG CARE France. Merci d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, comment est-ce que vous intervenez pour aider les réfugiés syriens ? Alors pour revenir très rapidement sur la situation, il y a 12 millions de personnes qui sont déplacées ou réfugiées. CARE, nous travaillons en Syrie, mais aussi dans les pays limitrophes de la Syrie, la Turquie, le Liban, la Jordanie, bien évidemment, et l'Irak. Que faisons-nous pour aider ces populations ? Des populations qui ont besoin de tout, qui ont fui leur village, leur ville, dans des conditions souvent extrêmement rapides, qui ont subi des violences ou vu des violences. Ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu aussi parfois leur maison. Ces populations, encore une fois, ont donc besoin de tout. Qu'est-ce que fait CARE ? Nous essayons d'apporter l'aide humanitaire de première urgence, comme nous l'appelons. Cela signifie d'amener de l'eau, de la nourriture, des vêtements pour ces populations et de les aider à se loger. Alors, vous disiez il y a un instant que vous interveniez dans plusieurs pays limitrophes, mais dans quelles conditions est-ce que vous travaillez ? On imagine que ça doit être assez difficile d'arriver jusqu'aux migrants. Tout à fait, c'est extrêmement compliqué. En Syrie, étant donné la violence des combats, on n'a pas accès à toutes les populations. Nous essayons au maximum d'accéder aux populations les plus vulnérables, mais l'accès humanitaire n'est pas respecté. D'ailleurs, nous demandons aux États de nous accorder, enfin de trouver des solutions politiques afin que l'aide humanitaire puisse arriver auprès de ces populations. Et dans les pays limitrophes, plus de 80% des réfugiés sont dans des zones urbaines, c'est-à-dire qu'ils doivent eux-mêmes trouver un logement. Il n'y a pas toujours des camps de réfugiés. Donc le travail d'aller auprès des populations est complexifié par ce contexte. Alors, on a vu ces dernières semaines une accélération des arrivées en Europe. Comment est-ce que vous expliquez ce nombre croissant de réfugiés vers l'Europe ces derniers jours ? Alors, comme vous le savez, j'en suis sûre, par exemple, au Liban, il y a plus d'1 million de réfugiés. Oui. La population libanaise est composée de 4 millions de personnes. 1 million de nouveaux arrivants, ça veut dire 25% de population en plus, ce qui est un poids très fort pour le Liban. On trouve aussi un nombre très important de réfugiés en Turquie ou bien en Jordanie. Ce poids, pour les États accueillants, est extrêmement lourd dans des États qui étaient déjà à revenus plutôt modérés. Donc, ces populations doivent, quelque part, trouver une assistance humanitaire ailleurs. Ce sont ces États qui les poussent vers l'Europe ? Non, ce n'est pas du tout la question, mais les moyens financiers actuellement pour répondre aux besoins humanitaires est extrêmement faible. L'ONU a fait un appel à 6,5 milliards d'euros pour pouvoir subvenir aux besoins des populations réfugiées et seulement 1/6 de cette aide est arrivé. CARE, comme les autres ONG humanitaires, manquons de financement pour pouvoir justement aider ces populations au mieux, répondre au minimum à leurs besoins primaires et de première nécessité. Ah, vous le dites il y a un instant, à peine 1/6 de l'aide nécessaire a été fournie par les États d'un point de vue financier. Qu'est-ce que la communauté internationale alors peut faire pour aider en dehors de l'argent ? Vous parliez d'un couloir humanitaire peut-être pour accéder aux populations. Oui, nous souhaitons aussi, CARE et le monde humanitaire dans son ensemble, avoir une résolution de ce conflit afin de pouvoir aussi avoir accès aux populations, donc protéger ces populations. Donc résolution du conflit, protection des civils et accès à un couloir humanitaire afin de pouvoir aider au mieux ces populations. Quelle est la plus grande urgence actuellement ? C'est de venir en aide aux blessés ou venir en aide à ceux qui ont fui leur maison ?
à toute la population, bien évidemment, à toutes les personnes qui en ont besoin. Il y a beaucoup de blessés, mais il y a aussi un problème lié à l'insécurité alimentaire. Il y a plusieurs familles qui nous disent qu'ils ne peuvent pas nourrir leur famille, ou parfois juste un repas par jour, puisqu'ils n'ont plus les ressources économiques. Et l'aide aussi, c'est le logement. L'hiver arrive, au Moyen-Orient, il ne fait pas chaud en hiver, et ces populations vivent souvent dans des endroits extrêmement insalubres, en Syrie ou dans les pays limitrophes, et n'ont pas les moyens de se couvrir et de se protéger de cet hiver rigoureux qui arrive. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes donc, je rappelle, responsable des urgences à CARE France et bravo pour votre travail auprès des réfugiés. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à la Syrie. Rendez-vous dimanche prochain pour faire le point sur l'actualité internationale. Bonne semaine à tous.